Bonjour Claire-Agnès Guettin, bienvenue. Bonjour Thomas. C'est un nouveau modèle d'entreprise en quelque sorte que vous présentez dans ce livre coécrit avec Benjamin Zimmer, publié aux éditions Contente A. D'abord le titre « Responsable et rentable, c'est possible ». Je disais en titre, c'est un manifeste ? C'est un manifeste, c'est vraiment le principe des éditions Contenta, c'est de montrer que l'entrepreneuriat en France est possible. Et particulièrement ce modèle d'entreprise, donc qui sont à la fois performantes et durables, c'est possible. Et la meilleure façon de montrer que c'est possible, c'est d'aller voir les entreprises qui ont réussi à le faire. Et donc je suis allée voir 18 dirigeants d'entreprise, enfin j'en ai vu beaucoup plus, mais j'en ai gardé 18. J'ai gardé 18 entretiens de dirigeants d'entreprise qui expliquent leur modèle économique rentable et qui explique comment ils ont réussi à devenir responsables. Alors, il y a forcément rentable et responsable, ça les relie, mais si vous deviez tirer un fil entre eux, vous diriez quoi ? Alors, le fil entre eux, je dirais, la première chose, c'est déjà qu'ils ont tous pris conscience qu'en tant qu'entreprise, ils ont un rôle à jouer dans les défis qu'on est en train de relever en ce moment. Et la deuxième chose qui a beaucoup de points communs entre eux, c'est le long terme. Ils ont tous une vision de long terme. C'est-à-dire que quand on parle de rentabilité, on ne parle pas du tout de rentabilité à court terme, on ne parle pas d'une rentabilité financière avec un résultat positif. Ça, si le résultat il est positif, tant mieux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une année un résultat négatif, surtout en 2020, que le modèle économique n'est pas rentable. Ce qui nous intéresse, donc, c'est un modèle économique rentable qui permet d'assurer la pérennité de l'entreprise sur le long terme. Mais est-ce que ça veut dire, si on va plus loin, qu'il faut même accepter de perdre d'abord un peu d'argent pour en gagner beaucoup plus plus tard ? C'est exactement ce qui est donné comme exemple dans le livre avec M. Emery Jacquilla de la CAMIF, qui nous dit bien que les renoncements d'aujourd'hui sont les profits de demain. C'est pas parce qu'en fait, il explique qu'il va prendre un produit qui va avoir du coton, qu'il va falloir... évidemment, le coton est une catastrophe écologique et sociale, ça, on en est conscient. Maintenant, quand il va le modifier, ça va lui coûter un petit peu plus cher. Donc, au départ, il va peut-être perdre un petit peu des clients parce que le produit va devenir plus cher. Mais à long terme, il va récupérer les personnes qui sont conscientes, justement, de cette consommation responsable. Donc, à long terme, ça fera des profits. Ça, on en est absolument convaincu. Et d'ailleurs, certains des patrons qui sont dans votre livre sont venus sur ce plateau. Emery Jacquilla, évidemment. Pascal Demurger, également le directeur général du groupe Maïf, qui signe la préface du livre. Alors, il va même plus loin, Pascal Demurger. Il dit une entreprise, c'est politique. Absolument. Ça fait de la politique. Une entreprise, en fait, c'est une action politique pour lui. Nous, on est resté à la partie rentable et responsable pour savoir comment est-ce qu'on devenait rentable. Enfin, le principe est vraiment de dire, c'est pas parce que vous êtes responsable, donc c'est pas parce que vous prenez soin à la fois de la partie environnementale et surtout de la partie sociale. Ne surtout pas oublier la partie sociale. Les humains, c'est quand même extrêmement important. C'est pas parce que vous faites ça que vous allez perdre votre rentabilité. Et donc, évidemment, M. Pascal Demurger, il va un petit peu plus loin en disant, en faisant ça, vous avez finalement une action politique. Alors, parmi les dirigeants rencontrés, il a fallu choisir. Donc, moi, je me suis intéressé à Rémi Roux, qui est cofondateur et gérant de Ethicable, société coopérative et participative qui soutient le commerce équitable. Un mot du modèle, pour commencer. Coopératif, participatif, ça veut dire quoi ? Donc alors, le modèle, c'est que c'est les salariés qui détiennent l'entreprise. Ce sont les salariés qui élisent leurs dirigeants, que si les dirigeants ne conviennent pas tout simplement à la prochaine élection, ils ne seront pas réélus. Et le fait donc que les salariés détiennent l'entreprise, les salariés récupèrent les bénéfices de leur travail directement. C'est la meilleure façon d'impliquer directement les salariés en tant que partie prenante dans le projet d'une entreprise responsable. C'est les associer au capital. En fait, donc on peut avoir une société normale et les impliquer au capital. Et alors, le modèle qui va encore plus loin, c'est le modèle de la SCOP, où c'est obligatoirement des salariés qui détiennent l'entreprise. Et donc, effectivement, il y a un investissement qu'on peut comprendre. Le dernier projet d'Ethicable, c'est l'ouverture d'une chocolaterie bio dans un village du Gers, à Fleurance. Ça donne envie d'y aller, à Fleurance, je connais, c'est hyper sympa. Donc, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'il y a aussi une logique de relocalisation. Il démontre que la relocalisation, c'est possible tout en étant rentable et responsable. C'est exactement, vous avez dit le mot, c'est possible. En fait, il y en a plusieurs dans le livre. Il y a Thomas Hurier qui a expliqué aussi qu'on pouvait relocaliser la production de jeans, du vêtement et des chaussures en France. Il a réussi, il l'a fait. Et donc, version Ethicable, c'est du chocolat. Parce qu'il faut savoir aussi que la France a une tradition de chocolat. On n'aime pas les Suisses, mais quand même. Enfin, on est bon en chocolat et on aime le chocolat. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin que le chocolat soit produit ailleurs ? On est très très fort en faire du chocolat. Faisons du chocolat en France. Donc, il a monté entièrement, qui n'existait pas. La petite histoire, c'est qu'ils ont carrément renommé l'impasse dans laquelle est l'usine à leur nom. Et c'est
c'est assez intéressant de voir que ça fonctionne. C'est ça, c'est possible, ça marche. Il n'est pas du tout une association caritative, pas du tout. Il y a des revenus, il y a des rémunérations, il y a des bénéfices. En mettant une entreprise en France avec des salariés français payés correctement, surtout formés correctement, tout ça est possible. Mais quand on est dans le commerce équitable, il y a des produits qu'on ne trouve pas en France. Alors voilà. Comment il fait Comment il fait, Rémi Roux? Et on est bien d'accord, le café et le thé ne poussent pas en Bretagne, donc le café et le thé, il faut aller les chercher où ils sont. Et donc, qu'on aille les chercher où ils sont, on est d'accord qu'il va y avoir un problème de transport. Enfin, c'est pas un problème, c'est une problématique de transport qu'il va falloir modéré. Il y a la problématique du transport et de la rémunération de ceux qui donc, produisent. Le transport, tout le monde commence à être bien au courant. Ouais. Ce qui est important dans le modèle d'étiquable, c'est qu'ils ont décidé non pas d'exploiter et de surexploiter des producteurs lambda à l'autre bout du monde, ils ont décidé de participer avec eux. C'est vrai, la différence, c'est vraiment je travaille pour eux ou je travaille avec eux. Et Etikable a bien compris, enfin, c'est pas les seuls, hein, évidemment, mais Etikable a bien compris que quand on va à l'autre bout du monde pour avoir, par exemple, un producteur de café, c'est travailler avec eux. Donc, il y a la partie écologique, c'est-à-dire que les caféiers sont évidemment pas du tout dans un... C'est pas un champ de caféier. Un caféier, ça pousse dans une grande forêt. C'est de l'agriculture écologique version caféier. Et il y a surtout la partie sociale, c'est-à-dire que les salariés, les producteurs sont payés correctement, tout simplement. Ça peut paraître tout bête, mais traiter correctement quelqu'un, c'est aussi et d'abord le payer correctement et ne pas le surexploiter. Dans votre livre, vous parlez des externalités positives et négatives. Vous nous rappelez ce que ça veut dire ? Alors, une externalité, c'est la conséquence d'un acte qui n'est pas pris en compte par le prix. On va prendre l'exemple le plus courant de l'externalité négative, malheureusement la pollution. Si vous achetez un t-shirt à l'autre bout du monde, on ne va pas citer de pays, mais on voit très bien d'où il vient. Quand il vient en France, dans votre boutique, vous avez payé le prix du transport. Ça, le prix du transport, il est bien dans votre t-shirt. Par contre, la quantité de CO2 qui a été rejetée dans l'atmosphère n'est pas dans le prix du transport. Et n'est pas dans le prix de votre t-shirt. Donc c'est ça l'externalité négative qui est la plus importante, la pollution, mais il y a aussi des externalités positives. Donc par exemple, le lien social qui est créé quand on va faire une activité, je pense à Familéo, qui fait un petit journal de famille on les a sur une application, une application du style WhatsApp et Signal en version privée dans une famille, et il le transforme dans un mini-journal en papier, en vrai papier, parce que le papier n'est pas un problème s'il a été produit correctement, pour la personne qui est un peu isolée, principalement la grand-mère, mais ça peut être un détenu, ça peut être une personne un peu qui a un handicap et qui est un petit peu... Donc il vend évidemment un service de communication. Mais ce qu'il n'y a pas dans le prix, c'est le lien social qu'il a créé. Et ça, c'est extrêmement important. Donc les externalités ne sont pas obligatoirement que négatives. Et l'intérêt, pour nous, on pense qu'une entreprise responsable est une entreprise qui soit augmente au maximum ses externalités négatives, soit ou réduit au maximum ses externalités négatives. Augmente ses externalités positives et réduit ses externalités négatives. Mais on avait très bien compris... On augmente les externalités positives et on réduit les externalités négatives. Excusez-moi. Mais de temps en temps, quand même, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes allé creuser avec ces chefs d'entreprise leur démarche, mais de temps en temps, la réalité économique et la pression des actionnaires rattrapent ces patrons. On a tous en tête l'exemple d'Emmanuel Faber et de Danone. S'il doit quitter son poste, ce sera un mauvais signal quand même. Oui, oui. Alors, ce qu'on dit aussi sur les actionnaires, c'est que les actionnaires font partie des parties prenantes qu'il faut traiter correctement comme toutes les autres parties prenantes. Bien sûr. Il y a plusieurs exemples dans le livre qui Mais donc, il faut qu'ils soient associés à la démarche. Il faut qu'ils soient associés à la démarche. Et il faut, en fait, quand on peut, évidemment, les choisir en fonction des valeurs communes. C'est plus pratique d'avoir les valeurs communes avec ses financiers. Les financiers, ce qu'on considère aussi dans une entreprise responsable, c'est que ce n'est pas seulement des personnes qui apportent des fonds. C'est aussi des personnes qui accompagnent et qui dirigent, qui pilotent la stratégie avec l'entreprise. Ce n'est pas juste quelqu'un qui pose de l'argent sur la table et qui s'en va. Et quand on a cette relation vraiment très liée avec les financiers, la résilience peut arriver. Mais la résilience, elle est quand on prend en compte justement toutes les parties prenantes. Quand vous avez des salariés que vous traitez correctement, que vous commencez donc par payer correctement, j'insiste aussi, que vous écoutez, en fait, ça c'est Jean Moreau qui le dit bien, on n'est pas obligé de répondre à toutes les demandes de nos salariés, par contre on est obligé de les écouter. Quand vous écoutez vos salariés, c'est quand même eux les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin. Quand en mieux vous les impliquez dans votre capital, vous allez avoir des salariés qui vont répondre présent quand il y aura un problème. Pareil pour les fournisseurs. Quand vous avez des bonnes relations avec des fournisseurs, dès qu'il y a un problème, on se tient les coudes. On se serre les coudes, pardon.
mais on avait compris. Mais les actionnaires, en fait, c'est pareil. C'est pas seulement des gens qui mettent de l'argent sur la table. C'est la définition de l'écosystème. Exactement. Il faut que tout l'écosystème soit résilient et responsable. Et je dis même qu'on est responsable de son écosystème. C'est-à-dire que en tant qu'entreprise, je suis responsable d'aller chercher des fournisseurs qui ont les mêmes valeurs que moi. Et en tant qu'entreprise, je suis aussi responsable d'aller chercher des financiers qui ont les mêmes valeurs que moi. Alors, on va continuer de débattre autour de ces thèmes en s'appuyant sur une expérience, celle de Marine Billiard. On va découvrir son entreprise de services hôteliers qui est en train de se réinventer.